Peu d'historiens nieraient que la Blitzkrieg de l'Allemagne nazie à travers l'Europe de l'Ouest en 1940 était autre chose que spectaculaire. Dans presque toutes les guerres précédentes, les campagnes militaires étaient de longues affaires, souvent durant des années. Mais maintenant, l'armée allemande motorisée, la Wehrmacht, avait accompli en quelques semaines bien plus que même le Kaiser allemand de la Première Guerre mondiale, l'occupation presque complète de l'Europe de l'Ouest. Mais conquérir un pays est une chose, le garder en est une autre. Alors que l'attention de la direction allemande était principalement concentrée sur la lutte contre les armées alliées qui s'amassaient sur les deux fronts contre eux, de nombreux soldats allemands et autres soldats de l'Axe, stationnés dans des pays occidentaux occupés comme la France, la Belgique et la Hollande, se réjouissaient à la perspective de profiter des butins de guerre. Contrairement aux combats en Afrique du Nord ou sur le brutal front de l'Est, avant 1944, les soldats allemands stationnés à l'Ouest profitaient de bonne nourriture, de bons vins et de la compagnie des femmes locales. Tout ce temps, ils ignoraient souvent qu'ils étaient attirés par ces hommes et ces femmes courageux qui refusaient de se soumettre à la tyrannie de Hitler. Aux Pays-Bas, 3 jeunes femmes mèneraient une guerre secrète contre leurs occupants, utilisant leur apparence innocente et juvénile pour baisser la garde de leur ennemi avant de frapper comme une mortelle araignée veuve noire. Elles n'ont pas choisi de mener leur vie de cette manière. Elles n'avaient pas de soif de sang. Au contraire, elles ont simplement fait ce qui devait être fait au nom de la liberté. C'est leur histoire. Bienvenue à Guerre du Monde. Le 16 septembre 1920, l'enseignant néerlandais Peter Schaft et sa femme Afge ont accueilli au monde leur fille, Janke Schaft. Connue sous le nom de Annie, la petite fille a grandi avec ses parents dans la ville de Haarlem, la capitale provinciale de la Hollande du Nord, où il menait une vie relativement tranquille. À l'école, elle était souvent taquinée par certains des autres enfants à cause de ses longs cheveux roux-bruns distinctifs, ce qui en faisait une élève généralement timide, mais à la maison avec ses parents, les choses étaient tout à fait différentes. Là, la famille s'engageait régulièrement dans des discussions intenses sur les affaires courantes et la politique, et cela lui a inculqué un sens profondément enraciné du bien et du mal, ainsi que des concepts concernant la justice. En grandissant, elle a commencé à réfléchir à la carrière qu'elle souhaitait suivre et a décidé qu'elle voulait étudier le droit en se spécialisant dans les droits de l'homme, son rêve étant finalement de travailler pour la Ligue des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies d'aujourd'hui. Peu de temps après avoir commencé ses études à l'Université d'Amsterdam, l'Europe replongeait dans la guerre, mais pour Annie et ses camarades de classe, il y avait initialement peu de crainte que les combats les impliquent de manière significative. Pendant la Première Guerre mondiale, la Hollande, sous la tutelle de la reine Wilhelmina ainsi que plusieurs autres nations européennes, s'est déclarée neutre dans le conflit, ce qui a réussi à les tenir à l'écart des combats. Lorsque la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 suite à l'invasion de la Pologne par Hitler, la reine Wilhelmina, qui était toujours sur le trône, a de nouveau déclaré la neutralité de la Hollande, croyant que cela les protégerait de la guerre. Cette fois, elle avait tort. Le 10 mai 1940, la Hollande a subi un blitzkrieg allemand avec des chars et des avions traversant la frontière néerlandaise, forçant l'Allemagne et la France à se replier. La Hollande a dû se retirer, tandis que les parachutistes franco-allemands échouaient à capturer la reine. La petite armée néerlandaise était tristement mal équipée pour repousser les forces allemandes, et malgré une résistance courageuse et obstinée, ils ont rapidement dû battre en retraite. Le coup de grâce est venu lorsque la Luftwaffe allemande a bombardé Rotterdam le 14 mai, tuant jusqu'à 900 personnes et détruisant environ 25 000 maisons. Sous la menace de nouveaux bombardements, le gouvernement néerlandais s'est rendu et la Hollande est tombée. Au début, très peu de choses ont changé pour Annie et ses compatriotes, et en fait, au début, cela s'est même avéré prospère. Le nazi autrichien, Arthur Seyss-Inquart,
a été nommé leader des Pays-Bas, dirigeant effectivement le pays, et il a initialement adopté une approche de gants de velours dans le but de réprimer la résistance. Plutôt que subir des répressions brutales comme en Pologne et Tchécoslovaquie, les Néerlandais ont dû quitter le pays. Des sociétés néerlandaises ont produit du matériel de guerre pour la campagne contre la Grande-Bretagne. En tant que telles, les entreprises néerlandaises ont en fait connu une brève période de boom économique après le début de l'occupation, bien que dans l'année qui a suivi, il y ait eu une forte baisse, l'Allemagne exigeant de plus en plus de ressources, utilisées pour son effort de guerre continu. Cependant, pour la population juive de Hollande, les choses étaient très différentes. Bientôt, des lois antisémites ont été imposées au peuple néerlandais, chose à laquelle Annie, fervente défenseuse des droits de l'homme, était fondamentalement opposée. Cela a conduit Annie à son premier acte de résistance contre les nazis. Tous les citoyens néerlandais devaient porter sur eux des papiers d'identité, et ceux des citoyens juifs étaient marqués d'un grand J pour les distinguer. Cela les limitait considérablement dans la manière dont ils pouvaient vivre leur vie dans la Hollande occupée, tout en faisant d'eux des cibles pour les agressions ou les arrestations par les soldats allemands. C'était une période très difficile pour les Néerlandais, et c'était une période très difficile pour les soldats allemands. Ainsi, Annie est allée à une piscine locale et a volé 2 cartes d'identité pour 2 de ses amis juifs qu'elle avait rencontrés à l'université. De retour dans la ville natale de Annie, Haarlem, d'autres faisaient leur part pour résister à l'occupation nazie et aider les Juifs à échapper à la persécution. Vivant dans une petite maison dans le quartier ouvrier de la ville. Il y avait une certaine Transje van der Molen et ses 3 enfants. Transje était tout sauf une femme orthodoxe pour l'époque, étant déterminée et ayant un fort sens de la justice sociale et de la politique. Ayant divorcé de son mari, ce qui était en soi une situation inhabituelle pour une femme dans les années 1930 aux Pays-Bas, elle a élevé ses 2 filles et son fils sur des principes fortement socialistes, finissant par faire partie d'un mouvement communiste en pleine croissance aux Pays-Bas. C'était une personne spéciale, les filles envoyant même des poupées qu'elles avaient fabriquées elles-mêmes à des enfants espagnols déplacés par les combats. Alors que les années 1930 touchaient à leur fin, elles sont devenues plus actives pour aider les gens à échapper à la persécution. La Hollande, comme de nombreux pays européens, s'est rapidement retrouvée à accueillir un certain nombre de réfugiés en provenance d'Allemagne, alors que Hitler commençait à purger le pays de ce qu'il appelait des indésirables. Malgré leur logement relativement petit à Haarlem, ils ont néanmoins commencé à accueillir des camarades communistes d'Allemagne dans le cadre d'un effort connu sous le nom de Secours Rouge. Plus tard, ils ont également commencé à accueillir des Juifs qui avaient fui les services de sécurité d'Hitler, et leurs dépenses, avec ces réfugiés, leur ont appris des leçons précieuses pour garder des secrets vis-à-vis des autorités ou des groupes qui pourraient vouloir leur faire du mal pour leur gentillesse. Cela deviendrait bien sûr une compétence précieuse plus tard lorsque Hitler a envahi. Trêve à l'étranger, Stegen se souvient plus tard que lorsque des familles juives séjournaient chez eux, elles participaient souvent à la pratique juive d'allumer des bougies tous les vendredis et se sentaient honorées de pouvoir partager cette tradition. Il ne s'est pas écoulé longtemps avant que les 2 filles de Stegen, toutes 2 encore adolescentes, avec Truus âgée de 16 ans et Freddy de 14 ans, ne soient impliquées dans la résistance à l'occupation nazie. Le 30 avril 1941, lors de la traditionnelle journée de la reine néerlandaise, elles ont initié leur résistance, une forme de contestation contre le gouvernement allemand. Comme Freddy s'en souvient plus tard, nous avons distribué un tract avec un slogan dessus, quelque chose comme « Les Pays-Bas doivent être libres » et « Vive la reine ». Nous avons également collé des avertissements sur les affiches allemandes dans les rues, appelant les hommes à travailler en Allemagne en disant « Ne partez pas pour l'Allemagne. Pour chaque homme néerlandais travaillant en Allemagne, un homme allemand ira au front et ensuite nous nous dépêcherions sur nos vélos. » Les filles se joignaient également souvent à leur mère pour distribuer des tracts anti-nazis et des bulletins d'information pro-communistes, dans un effort pour stimuler plus de résistance parmi leurs compatriotes. Bien que ce travail puisse ne pas sembler aussi excitant ou héroïque que les assassinats et le sabotage pour lesquels les groupes de résistance en Europe sont connus, le danger impliqué était tout aussi élevé. Se faire attraper par les forces d'occupation en distribuant de tels matériaux aurait pu conduire les filles à être remises à la Gestapo, où elles auraient été torturées pour obtenir des informations puis tuées, quel que soit leur âge.
Très rapidement, l'utilité des deux filles pour des rôles plus actifs dans l'opposition aux nazis a été reconnue par leur leader local de la résistance, Frans van der Wiel, chef du Conseil de la résistance, qui avait des liens avec le Parti communiste néerlandais. Van der Wiel a approché la mère des filles et lui a demandé la permission de permettre aux filles d'être formées aux armes à feu, aux explosifs et au sabotage. Quand elle a vu à quel point les filles voulaient s'impliquer désespérément, elle a accepté, déclarant que c'était une nécessité pour ces filles de combattre leurs oppresseurs fascistes. Leur mère n'a fait qu'une seule exigence, qu'elles fassent tout ce que la résistance leur demande, mais qu'elles ne perdent jamais leur humanité dans le processus. Ainsi, les sœurs et 5 autres nouvelles recrues ont commencé leur éducation dans les bois, où elles ont été formées non seulement pour combattre les Allemands, mais pour combattre les nazis, mais aussi les collaborateurs néerlandais. Après leur formation, elles ont commencé à travailler comme coursiers, transmettant des messages entre différents groupes de résistance. Les femmes bénéficiaient d'un plus grand degré d'anonymat lorsqu'elles traitaient avec les soldats allemands, qui, du moins initialement, considéraient les hommes comme les membres prédominants de la résistance. C'était particulièrement le cas pour les filles qui se faisaient paraître et agir très enfantines, ne faisant que renforcer le doute qu'elles travaillaient pour la résistance. Cependant, avec le temps, leur utilité dans d'autres capacités a vite été reconnue, et leurs devoirs ont augmenté pour inclure l'aide à la contrebande d'enfants juifs passant les points de contrôle, en tant que jeunes filles marchant avec des enfants, n'était pas une vue inhabituelle ou suspecte. Elles ont également entrepris du travail dans un hôpital de la Résistance, où elles s'occupaient de ceux qui ne pouvaient pas aller dans des hôpitaux réguliers sans être découverts par les nazis et arrêtés. Elles ont finalement trouvé du travail dans un hôpital allemand, utilisant leur apparence féminine et juvénile pour s'impliquer davantage dans les combats. Elles ont vite été utilisées pour distraire les gardes pendant que la Résistance incendiait ou bombardait les installations allemandes et gouvernementales. Puis on a demandé à Truss d'aider à attirer un officier de la SS qui avait été marqué pour être assassiné hors de la ville. Comme Freddy l'a expliqué plus tard, Truss l'avait rencontré dans un bar coûteux, l'avait séduit, puis l'avait emmené se promener dans les bois. Elle était du genre « on fait une promenade ?» Et bien sûr qu'il voulait. Puis ils sont tombés sur quelqu'un, ce qui semblait être une coïncidence, mais c'était l'un des nôtres. Et cet ami a dit à Truss « Fille, tu sais que tu n'es pas censé être ici. » Ils se sont excusés, ont fait demi-tour et sont partis. Et puis des coups de feu ont été tirés de sorte que l'homme n'a jamais su ce qui l'a frappé. Ils avaient déjà creusé le trou, mais nous n'étions pas autorisés à être là pour cette partie. Bien qu'elles n'aient pas elles-mêmes appuyé sur la gâchette ce jour-là, les filles étaient désormais activement engagées dans la lutte contre les forces d'occupation allemandes et leurs collaborateurs. Quand Freddy a reçu sa première cible, ce n'était pas un Allemand, mais un traître. Truss s'est souvenu plus tard du meurtre. C'était tragique et très difficile, et nous avons pleuré par la suite. Nous ne pensions pas que cela nous convenait. Cela ne convient à personne, à moins qu'il ne soit de vrais criminels. On perd tout. Cela empoisonne les belles choses de la vie. Pourtant, malgré l'émotion qui venait du meurtre, les filles ont continué, devenant des assassines prolifiques. Une méthode qu'elles ont perfectionnée consistait à ce que les filles roulent à vélo, l'une pédalant tandis que l'autre était assise à l'arrière. Quand leur cible était exposée et seule, elles lui tiraient dessus tout en pédalant. Se faisant passer pour 2 innocentes filles en balade à vélo, les filles ont également participé activement à l'attentat d'une ligne de chemin de fer à l'extérieur de Haarlem. De retour à Amsterdam, la situation pour Hans Schaft sous l'occupation nazie devenait de plus en plus insupportable. Quand au printemps 1943, tous les étudiants néerlandais ont été obligés de prêter serment de fidélité à l'Allemagne nazie et à son Führer Adolf Hitler, c'était trop. Et elle a rejoint 80% de ses camarades étudiants en refusant. Elle a donc immédiatement perdu sa place à l'université et a donc fait son chemin vers Haarlem. Connaissant ses sympathies de gauche et anti-nazi, il ne lui a pas fallu longtemps avant qu'on lui propose de rejoindre le groupe de résistance. Hans a accepté de se joindre, mais était consterné d'être utilisé comme courrier et a exigé qu'elle soit autorisée à combattre. Les dirigeants de la résistance, peut-être encouragés par le succès des sœurs Overstegen, ont décidé de lui donner une chance de prouver qu'elle était une assassine. Et on lui a dit de rencontrer un contact
qui la guiderait vers un homme qu'ils avaient marqué pour la mort. Alors que la cible approchait, son contact lui a remis un pistolet. Et lorsque l'occasion s'est présentée, il lui a dit de tirer. Sans aucune hésitation, Hannes a levé le pistolet sur l'homme et a tiré, mais rien ne s'est passé. Hans a tiré frénétiquement encore et encore, alors que l'homme commençait à marcher vers eux. Mais à chaque fois, tout ce que le pistolet faisait était de produire un bruit de clic. C'est alors qu'il lui a été révélé que tout cela avait été un test et que sa cible était en fait un membre de haut rang de la résistance. Hannes était furieuse de la tromperie, mais sa colère s'est apaisée lorsqu'on lui a dit qu'elle avait réussi le test et que la prochaine fois, la cible serait réelle et le pistolet chargé. Ainsi, Hannes a rejoint les sœurs Overstiegen, effectuant entre autres des assassinats vitaux ou des liquidations comme elles les appelaient. Bien que l'objectif ultime était bien sûr de lever l'occupation nazie des Pays-Bas, leur cible restait principalement des citoyens néerlandais qui collaboraient activement avec les Allemands. Ils visaient particulièrement les membres du NSB, le parti nazi néerlandais dont environ 3% de la population masculine adulte en 1940 étaient membres. Le NSB arrêtait régulièrement des juifs, des communistes et d'autres indésirables pour leurs maîtres allemands, et donc limitant leur capacité à fonctionner, et toute aide de la communauté plus large était la priorité absolue. Toutes leurs fusillades n'étaient pas toujours planifiées. À une occasion, Truss a observé un soldat SS néerlandais prendre un bébé d'une famille terrifiée qui l'interrogeait et écraser sa tête contre un mur. Horrifiée et enragée, elle sortit son pistolet et tua le soldat. Elle savait que cela ne ramènerait pas l'enfant ou n'apaiserait pas la douleur de la famille, mais elle sentait qu'il y avait une sorte de justice pour eux. Malheureusement, le risque ne se limitait pas à eux-mêmes. En représailles à de nombreuses activités de la résistance, les Allemands arrêtaient souvent des gens dans les rues et les exécutaient publiquement. C'était pour punir la résistance et dissuader le soutien public. Pour eux, bien que souvent cela ait eu l'effet inverse. Lorsqu'on lui a demandé plus tard ce qu'elle pensait de telles représailles, Truss a dit « J'ai peur de la mauvaise interférence que si la résistance n'avait pas fait ces choses, alors aucun innocent n'aurait été abattu. Mais qu'en est-il des 6 millions de Juifs? N'étaient-ils pas des personnes innocentes? Les tuer n'était pas un acte de représailles. Nous n'étions pas des terroristes. Le véritable acte de terreur était d'enlever et d'exécuter des gens, après l'acte de résistance. Les filles ont toujours fait preuve d'un courage et d'une conviction énorme en soutien à leur cause, refusant seulement une mission une fois. Le cas en question était un plan pour kidnapper les enfants de Seyss Inquart, l'homme que les Allemands ont mis en charge de la Hollande et proposent d'échanger leur retour en sécurité, en échange d'un certain nombre de leurs propres personnes détenues en garde à vue allemande. La raison du refus de la mission était que si Seyss Inquart ou Hitler refusaient, ils devraient tirer sur les enfants et qu'ils ne le supporteraient pas. Selon les sœurs, Annie leur a dit après la proposition du plan, « Nous ne sommes pas des Hitlérites. Les résistants ne tuent pas les enfants. » Malheureusement pour les filles, toutes les tentatives d'assassinat ne se sont pas déroulées comme prévu. Une nuit, Truss a été réveillée par des coups à la porte pour trouver Annie en larmes. Truss a essayé de la calmer avec un verre d'eau, la plupart duquel elle a renversé avec ses mains tremblantes. Plus tôt dans la journée, Annie, accompagnée d'un autre membre de la résistance nommé Jan Bonkamp, avait ciblé un capitaine de police néerlandais nommé William M. Ragut. Les deux combattants de la résistance étaient à vélo lorsqu'ils ont approché leur cible. Annie s'est arrêtée à côté de lui et l'a abattu avant de s'éloigner à vélo. Jean a ensuite sorti sa propre arme, voulant s'assurer que l'homme était mort. Mais à sa grande surprise, Ragut était vivant et a tiré sur Jeanne à l'abdomen. Dans la confusion de la foule qui a suivi la fusillade, il n'y avait aucun moyen pour Annie d'aider son camarade. Rongée par la culpabilité, elle a fui à vélo. Truss et Annie sont allés à l'hôpital proche, où Jeanne était soigné, mais ont découvert qu'il était sous la garde lourde de la SS. Sous interrogatoire à l'hôpital, Jeanne a refusé de divulguer toute information, quelles que soient les menaces portées contre lui. Finalement, la NSB a envoyé 2 femmes déguisées en infirmières et prétendant être des membres de la résistance pour lui parler, une ruse à laquelle Jean est tombé. Et il a donné le nom de Annie avant de mourir.
Le lendemain, ses parents ont été arrêtés et envoyés dans un camp de concentration dans le sud de la Hollande. C'était clairement un piège pour Annie, qui était connue des Allemands et de la NSB, simplement comme la fille aux cheveux roux. Après son admission à l'hôpital, elle a été vue brièvement participant à un assassinat précédent. Une Hanni bouleversée voulait se rendre pour libérer ses parents, mais Freddy Antreus l'a supplié de ne pas le faire, lui disant que même si elle le faisait, il ne se contenterait pas de la tuer, mais tuerait aussi ses parents, comme avertissement pour les autres. Une fois qu'elle s'est remise de sa dépression, Hanni s'est lancée dans le travail de résistance avec encore plus de conviction qu'elle n'en avait jamais montré, soit comme un moyen de faire face à la pensée de ce que ses parents devaient endurer, soit comme un moyen de se venger. Elle s'est portée volontaire pour de nombreuses missions qui arrivaient, souvent accompagnée des sœurs Overstiegen, et a continué son important travail de courrier. Maintenant qu'elle était connue des Allemands, elle a décidé de teindre ses cheveux en noir de jais et porter des lunettes pour se déguiser, tout en opérant sous le nom de Johanna Elderkamp. Finalement, les Allemands ont été convaincus que ses parents ne savaient rien de sa localisation ou de ses activités, et les ont relâchés quand il est devenu clair que Annie ne se rendrait pas de sitôt. Le mardi 5 septembre 1944, une nouvelle a commencé à circuler dans toute la Hollande occupée que les gens attendaient depuis plus de 4 ans. Les troupes alliées, sortant des débarquements en Normandie en juin, avaient maintenant franchi la frontière et libéraient la Hollande. Il s'avérerait que c'était un faux rapport, mais peu de temps après, les troupes alliées ont réellement envahi et saignaient lentement l'armée allemande à mort. C'était un moment crucial pour la résistance, alors qu'ils intensifièrent leur campagne, non seulement pour entraver les efforts de l'armée allemande pour repousser les Alliés, mais aussi pour empêcher les membres du NSB et d'autres collaborateurs de disparaître dans le chaos. En mars 1944, la fin de la guerre était clairement en vue, avec d'énormes zones de la Hollande déjà libérées. Les forces britanniques, canadiennes et polonaises, qui avaient à ce moment-là traversé l'Allemagne depuis la France, revenaient pour attaquer les troupes allemandes restantes depuis l'Allemagne elle-même. Malgré tout, les filles ont continué à agir leur travail de résistance vitale, déterminées à le faire jusqu'à la toute dernière minute. Puis, le soir du 20 et 1 mars 1945, Annie, se faisant passer pour Johanna, a fait passer en contrebande quelques exemplaires du journal clandestin appelé La Vérité dans son vélo, quand elle a été arrêtée par 2 soldats allemands à un point de contrôle à Haarlem. Sa chance avait finalement tourné lorsqu'ils ont découvert les journaux et un pistolet qu'elle avait essayé de cacher dans son sac. Elle n'a rapidement pu s'échapper. Elle a été capturée et ses ravisseurs ont commencé à douter qu'elle était la fille tant recherchée aux cheveux roux. Ils ont commencé une enquête qui incluait la torture, mais elle n'a jamais craqué, insistant sur le fait qu'elle était Johanna. Ils ont même fait venir des civils pro-nazis qui prétendèrent connaître Annie ou avoir été témoins de ces assassinats, mais ce n'est que des jours après avoir été emprisonnés que leurs soupçons ont été confirmés, quand ses cheveux roux naturels ont commencé à apparaître à la racine. Craignant pour leur ami et camarade d'armes, Truss aurait concocté un plan pour la sauver, mais sans les ressources pour mener un raid sur une installation SS lourdement défendue, tout cela n'a abouti à rien. Malgré tous les efforts pour extraire des informations de Annie, elle n'a jamais trahi ses amis. Et ainsi, sur ordre d'Hitler lui-même, le 17 avril 1945, Hannie Schaft a été emmenée pour être fusillée. L'histoire exacte de ce qui s'est passé ensuite, de ce qui s'est passé lors de son exécution, varie d'une source à l'autre, mais le récit général est néanmoins entré dans le folklore néerlandais et raconte qu'un officier SS a tiré le premier coup de feu. Cependant, ce tir qui visait sa tête n'a fait qu'effleurer son temple et a envoyé Annie au sol, où elle a déclaré avec défi « Idiot, je tire mieux ». Selon certaines versions, un autre soldat SS ou NSB se serait alors approché d'elle et l'aurait exécutée à bout portant avec un pistolet, tandis que d'autres versions la décrivent criblée de balles par une mitraillette. Quoi qu'il en soit, Hannie Schaft, la fille aux cheveux roux, était morte. Juste 18 jours plus tard, l'armée allemande se rendait aux Alliés et la guerre en Europe était terminée.
Après la guerre, des résistants néerlandais ont cherché dans les dunes les corps de leurs camarades, en découvrant plus de 400, dont celui de Annie, enterré dans une tombe peu profonde. Elle a été exhumée et le 27 novembre 1945, elle a reçu des funérailles d'État présidées par la reine Wilhelmina elle-même, qui a décrit Annie comme le symbole de la résistance néerlandaise. Cependant, malgré tout ce qu'elle avait fait pour leur liberté, le peuple néerlandais perdrait rapidement son adoration pour elle dans la période d'après-guerre. En raison de ses croyances socialistes, elle a été saluée comme une héroïne communiste néerlandaise, mais le communisme en Hollande perdrait bientôt le soutien populaire, alors que les détails de ce que l'Union soviétique sous Staline faisait en Europe de l'Est devenaient publics. Le communisme en Hollande est donc tombé dans la même catégorie que le fascisme, comme quelque chose de destructeur et à craindre, et donc les commémorations pour Annie ont été, pendant un temps, interdites. Mais ils n'ont pas pu tous les arrêter. Freddy et Truus Overstegen ont survécu à la guerre, et n'ont jamais oublié leur ami intrépide. Quelques jours avant les funérailles d'État de Annie, Truus, maintenant âgé de 22 ans, a épousé un homme nommé Piet Menger, et lorsqu'ils ont découvert que leur premier enfant était une fille, ils l'ont nommée Annie en l'honneur de leur camarade tombé au combat. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, elles ont maintenu vivantes leurs histoires, et celle de Annie, en prenant régulièrement la parole lors d'événements destinés à promouvoir la tolérance et à éduquer les gens sur la vérité concernant la guerre et l'Holocauste. Cependant, il y avait une question qu'on leur posait fréquemment, à laquelle elles n'ont jamais répondu, et c'était « Combien de personnes ont-elles tué ?» Elles ont simplement répondu que c'était une question qu'on ne devrait jamais poser à un soldat. Truus est également devenue une sculptrice prolifique, et en 1982, elle a dévoilé une sculpture de Annie, qui a été placée dans leur ville natale de Haarlem. Les sœurs ont aussi fondé la fondation Annie Schaaf pour obtenir sa reconnaissance officielle en tant qu'héroïne néerlandaise. Et grâce à leurs efforts, depuis les années 1990, le dernier dimanche de chaque novembre, la Hollande commémore la fille aux cheveux roux. Le 18 juin 2016, Truus Overstegen est décédé à l'âge de 93 ans. Freddy l'a suivi 2 ans plus tard, le 5 septembre 2018, moins d'un jour avant son propre 93 anniversaire. Parlant des 3 filles, un chercheur de l'Institut néerlandais, l'Institut pour les études de guerre, d'Holocauste et de génocide, a dit « Elles étaient inhabituelles, ces filles. Il y avait beaucoup de femmes impliquées dans la résistance aux Pays-Bas, mais pas autant que ces filles.